Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Late et Smart, ravi de vous retrouver en ce vendredi soir avec mes deux invités. Nous allons évoquer diverses actualités du moment, actualités au sens large, voire très large. De quoi allons-nous parler ce soir? D'abord, on dira quelques mots sur l'aspect économique, le coût notamment de cette mission sur Mars et des futures missions d'exploration spatiale. Ce sera l'apéritif. Ensuite, notre premier grand débat, on s'interrogera, ce sera à l'occasion de la publication de la Bible annuelle de tous les spécialistes des questions d'alimentation et d'agriculture. On s'interrogera sur précisément l'impact sur ces circuits d'alimentation, notamment de la crise sanitaire, de cette crise de 2020-2021. On a beaucoup parlé d'impact sur l'emploi, sur l'industrie, sur les filières électroniques, industrielles, le métier des services, l'univers de la technologie. Assez peu finalement de l'impact sur les circuits, notamment d'alimentation. Ce sera l'occasion de réparer cette erreur ce soir. Et puis dans la deuxième moitié de l'émission, on s'intéressera au G7. Il y avait un G7 en début d'après-midi hors de Paris. Pour l'occasion pour moi de poser la question sur les priorités communes. Voilà, quelles devraient être, selon mes interlocuteurs, selon mes invités, quelles devraient être les priorités communes, s'il y en avait, si on arrivait à en trouver, entre les 7, non pas première puissance du monde, parce qu'il n'y a pas la Chine, mais en tout cas les membres du G7. Voilà, mes invités ce soir, à ma droite, Denis Ferrand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, directeur général de Rexecode. À ma gauche, Sébastien Abyss, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS. Vous êtes directeur du club Déméter, qui donc publie ce Déméter 2021. Dans la couverture, voilà, va s'afficher. Produire et se nourrir, le défi quotidien d'un monde déboussolé. On va en parler longuement, mais d'abord, on part dans les étoiles, c'est l'apéritif. L'apéritif, donc, ça n'a pas pu vous échapper. C'était hier soir, heure française, en début d'après-midi, heure de Houston. Je ne sais pas quelle heure il était sur Mars. Regardez, c'était donc l'atterrissage sur Mars de la sonde américano-européenne, beaucoup américaine, mais un peu européenne dans sa technologie, notamment sa caméra. La sonde, voilà, c'est pas une sonde, c'est un robot d'ailleurs, Perseverance, un rover qui a atterri sur Mars. Hello World, my first look at my forever home. Donc ça, c'est le compte Twitter de Perseverance qui a communiqué cette première image après son atterrissage. Donc là, on a commencé par une première image en noir et blanc. Ensuite, on est quand même en 2021, on a eu la couleur, on a eu le son. Regardez, voilà, quelques secondes de cette vidéo 360 degrés qui a été envoyée par le rover Perseverance. Je me tais pour qu'on puisse écouter le vent sur Mars. Alors, on s'attendait à voir Matt Damon dans son costume d'astronaute, effectivement, puisqu'il était resté une partie de... Ça, c'était le film, Seul sur Mars. Et alors, voilà, ça fait rêver, hein, a fortiori, le son, etc. On a la tête dans les étoiles, on est tous fascinés par la conquête spatiale. En même temps, ça coûte 3 sous. D'où, voilà, ma question un petit peu provocante encore ce soir. Mais je ne suis pas le seul. Regardez Xavier Gors, le dessinateur. Alors lui, il est un petit peu second degré, mais c'est combien le coût du programme de Persévérance pour avoir des images pourries en noir et blanc? C'était avant qu'on ait les images couleurs. D'un bout de terre stérile où il n'y a personne, alors que j'ai des super photos de mon potager en couleur avec moi et mes potes gratos. J'ai été regarder, il y avait il y a quelques jours, très peu de 3-4 jours dans Le Monde, un article complet sur la conquête de Mars et l'hypothèse d'envoyer une mission habitée sur la planète rouge. Mission impossible, point d'interrogation. Il y a encore beaucoup de freins. Le budget Persévérance, je crois que c'est 2,5 milliards de dollars. Paraît-il que pour envoyer un homme sur Mars, ça coûtera entre 400 et 600 milliards de dollars sur peut-être plusieurs décennies. Est-ce que ça vaut le coup, selon vous, comme ça? C'est plus aux citoyens qu'à l'économiste, hein, ou à l'économiste aussi d'ailleurs, parce que vous êtes les deux, Denis, mais voilà, spontanément. Oui, je vais réagir plutôt en économiste. D'accord. Hein, si vous me permettez. Donc, oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que ce sont les retombées, surtout. Enfin, déjà, c'est la connaissance, et la connaissance n'a pas de prix. Ça, c'est la réponse, on va dire, plutôt citoyenne. Oui. C'est la réponse citoyenne. Et puis, il y a aussi la réponse économique. Ce que l'on sait, c'est que ces grands programmes ont souvent été générateurs d'applications qui se retrouvent après dans la vie quotidienne. Les développements dans la NASA ont contribué à l'élaboration de nouveaux matériaux. Il y a plein d'applications que l'on va retrouver. Il y a plein dans la manière dont s'organise aussi la vie dans l'espace. Eh bien, on apprend des choses
dans le fonctionnement de la vie quotidienne. Et puis, il ne faut pas oublier, par exemple, avec des outils comme la DARPA, qui aux États-Unis viennent financer des programmes de défense, vous avez des retombées dans l'industrie civile qui sont extrêmement importantes. Donc, ce n'est pas cloisonner les avancées scientifiques, les avancées technologiques. C'est de l'argent qui irrigue ensuite. Alors, ce sont des innovations qui irriguent plus que de l'argent qui irrigue. C'est vraiment la circulation des idées qui l'argent se crée l'innovation qui ensuite effectivement se diffuse dans l'univers civil, d'où le fait que ça vaut le coup. C'est très complet le Déméter. On parle même d'espace, hein, c'est pas spontané. On n'imaginerait pas forcément qu'on parlerait d'espace dans le Déméter 2021 puisqu'on parle d'alimentation et d'agriculture, mais si. Oui, parce qu'on a eu la chance de faire notre grand entretien cette année avec Thomas Pesquet qui doit partir au mois d'avril si son calendrier ne change pas. Alors pas sur Mars, là encore, mais dans la station spatiale. Nous étions soucieux d'apporter ce décloisonnement très géographique. Parce que Thomas Pesquet, lors de sa première mission, déjà avait fait énormément de photos, tout le monde le sait, beaucoup de photos où il mettait en exergue l'importance du travail agricole sur Terre, vu de l'espace, l'importance de cette activité agricole pour la sécurité humaine et la stabilité du monde, puisque l'acte alimentaire est vital, on est 8 milliards à dépendre de l'alimentation tous les jours, et il louait l'importance de ce secteur qui parfois a été oublié en étant sur Terre, parce que c'est devenu banal, c'est la vieille histoire de l'homme, mais vu de loin, vu de l'espace, on reprend conscience de ce qui est essentiel. D'ailleurs, les derniers mois nous montrent bien que quand on est dans des périodes de crise et qu'on est capable de reprendre du recul, on voit l'essentiel. Moi, je crois que sur Mars, il y a deux choses qui sont peut-être à mentionner, si je peux me permettre. Le citoyen que je suis dirais que certes, peut-être, certains peuvent questionner le coût, être dans la critique. Moi, je constate quand même qu'hier, énormément de personnes ont suivi ça, se sont émerveillées de ça, comme la science est parfois d'émerveiller énormément de personnes, et peut-être avec les temps difficiles que nous vivons, se projeter très loin, spatialement, avec ce type d'innovation, ce type de décloisonnement, fait du bien aussi de rêver. Ça fait du bien de rêver et l'humain a besoin de rêver. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même vite oublié. C'est pareil que pour les vols vers la station spatiale internationale, notamment cet été avec la cabine de SpaceX, etc. La cabine Dragon. Effectivement, on vient aux années 60 d'un certain côté. C'est-à-dire qu'on a oublié que Mars, on a envoyé des rovers dans les années 70. Hein. Il y avait des photos à la une de National Geographic dans les années 70 quand j'étais gamin. Et aujourd'hui, on se réémerveille 50 ans plus tard parce qu'il y a eu un trou globalement dans cette conquête spatiale. Donc c'est bien de se réémerveiller, vous disiez. Et justement, le deuxième point que je voulais mentionner, c'est que d'abord, le projet sur Mars, ça date des années 50. Mars Project, c'est les années 50. Et l'objectif des Américains, parce que c'est essentiellement les Américains qui veulent aller sur Mars, envoyer un homme sur Mars, c'est l'horizon 2050-2060. C'est ça l'horizon goal pour la NASA. Ça coûte très cher, évidemment. Mais ce qu'il faut avoir conscience, et c'est aussi pour ça qu'on en parle dans le Déméter, c'est que le grand déterminant pour aller dans l'espace y rester longtemps, et à plus forte raison pour Mars, parce que le temps de voyage est colossal, beaucoup plus que sur la Lune, et les conditions de vie sur Mars sont drastiques, il fait -100 la nuit, il fait 0 le jour, etc. Le film Seul sur Mars a un ancrage sectoriel, c'est l'importance de pouvoir cultiver et se nourrir. La grande problématique pour les gens qui vont dans l'espace, c'est se nourrir pendant qu'ils sont là-haut. Et demain, la conquête de Mars sera déterminée principalement par la capacité à se nourrir pendant le voyage, sur place et pendant le temps retour. Est-ce qu'on peut apprendre du fait de se nourrir de façon un petit peu plus frugale, peut-être ? On peut apprendre, il peut avoir, et comme Denis l'a dit, il y a de l'innovation spatiale qui va nous permettre d'avoir des innovations sur Terre, à la fois sur des méthodes de culture, mais aussi sur l'utilisation, par exemple, de certains matériaux pour qu'ils deviennent comestibles, des plastiques qu'on puisse manger, etc. Mais encore une fois, l'essentiel est de se souvenir que la vie de l'homme dépend de l'alimentation et que quand vous avez ce programme spatial, ça coûte très cher. Si on ne trouve pas de solution demain pour nourrir l'homme qui ira demain sur Mars et lui donner les moyens sur place d'avoir accès à de la nourriture, on n'ira jamais sur Mars. Bon, et puis rappelons que l'Agence spatiale européenne et le CNES étaient partie prenante partie prenante de cette mission, notamment la caméra, la Supercam, qui est et vient de chez nous. Allez, on revient sur Terre, tout en restant sur les questions d'alimentation.
De retour sur Terre, donc pour parler des circuits de production et de distribution de l'agriculture, de l'alimentation au sens large, à l'occasion, je le disais il y a quelques minutes dans le sommaire, de la publication de ce Déméter 2021 qui présente, regroupe une fois par an, enfin 2021 c'est cette année, ce qu'il faut savoir sur notamment les circuits alimentaires et d'où l'intérêt ce soir dans l'émission de s'interroger sur les conséquences de cette crise sanitaire unique et majeure qu'on a vécue, qu'on est toujours en train de vivre avec ses conséquences économiques bien sûr. Depuis des mois qu'on fait cette émission en temps de crise sanitaire, c'est vrai que globalement on s'est assez peu interrogé sur quelles conséquences sur l'agriculture. Pourquoi ? Parce que dans notre pays par exemple en termes d'emploi déjà ça pèse quasiment rien. Donc c'est pas la question sur laquelle on se pose des questions. Il y a eu les logiques de souveraineté, mais d'abord de souveraineté industrielle, les masques, ensuite les circuits de médicaments et maintenant la pharmacie. Et pourtant, par définition, cette crise, elle a été mondiale, Sébastien Abyss, et elle a aussi eu des conséquences, et aura peut-être à terme des conséquences sur un certain nombre de productions agricoles et de circuits du monde de l'alimentation. Comment on peut résumer ça pour relancer le débat sur les principaux impacts que cette crise, d'abord sanitaire, a eu sur ce secteur que vous étudiez particulièrement ? Oui, alors avant de parler de tout ce qui va être consommateur, ce que je voudrais indiquer et qu'on essaye d'analyser tous les ans dans le Déméter, qui est un ouvrage collectif, et qui essaie d'avoir une vue grand angle sur cette question agricole et alimentaire. On a eu en 2020 des mondes agricoles au front, qui n'ont pas été confinés, ni en France, ni partout sur la planète. Ils sont restés en première ligne, ils ont fait leur métier, parce qu'encore une fois, on parle de la vie des gens, pour l'alimentation. Les mondes agricoles en 2020 ont néanmoins été impactés par l'ensemble des conditions que nous avons tous vécues et qui ont fragilisé les conditions de travail habituelles du secteur. Mais le climat était plutôt favorable, les récoltes étaient plutôt bonnes, et donc l'année 2020, si vous voulez, il n'y a pas eu de grands pépins agricoles sur la planète. En revanche, il y a eu des incidences alimentaires pour des questions de pouvoir d'achat. Vous avez une partie du monde en 2020 qui, confinée, ne pouvait pas avoir des revenus parce que l'alimentation et le revenu dépend du travail du jour. Et donc, un certain nombre de populations très fragiles dans le monde se sont retrouvées dans des insécurités alimentaires grandissantes. Et je rappelle, puisque ça a été l'expression utilisée par le directeur général du Programme alimentaire mondial, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2020, c'était aussi un symbole. Il a répété encore récemment que le meilleur vaccin contre la faim dans le monde, 1 milliard de personnes qui en souffrent encore aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, la faim tue davantage que le Covid au quotidien sur la planète. Le directeur général du PAM a rappelé que le meilleur vaccin contre la faim, c'est la nourriture et qu'il faut pouvoir produire. En 2021, on voit une tension agricole plus forte qu'en 2020 parce qu'il y a eu plus d'accidents climatiques. Il y a la persévérance de cette crise économique qui se double de tensions logistiques, d'inconnus politiques, certains pays qui vont davantage faire leurs courses sur le marché mondial pour se prémunir de prix qui s'envoleraient. Donc quand vous êtes importateur, vous faites des courses pour stocker chez vous avant que les prix flambent, ou parce qu'éventuellement des pays exportateurs vont mettre des barrières au commerce et ne pas partager la production agricole sur l'équilibre mondial pour rapprocher offre et demande. Et donc on a une tension des prix qui aujourd'hui fait flamber les prix alimentaires de base. C'est plus 20% entre aujourd'hui et il y a 10 mois. Et donc tous les produits alimentaires de base augmentent. Le coût commercial et logistique augmente. On a des fluctuations de précaution de stockage, c'est ça l'explication numéro 1. Pour tout un tas de raisons, l'énergie qui se réemballe un peu, etc. Et parce que les récoltes de ces derniers mois ont été beaucoup plus difficiles qu'en 2019. Et donc, on a des incidences de temps long sur le monde agricole. C'est un monde qui dépend du temps long, qui dépend de la météo. Et on voit qu'en 2021, on va avoir des tensions agricoles, récolte, offre, demande, et en même temps une demande très chahutée, puisqu'évidemment les pouvoirs d'achat sont dégradés fortement à l'échelle planétaire. Également en France. Je rappelle que par exemple en France, on a toujours l'impression que les consommateurs aujourd'hui ne se posent pas de questions sur leur acte alimentaire. C'est le privilège d'une minorité. Il y a aujourd'hui la moitié des Français qui comptent leurs dépenses alimentaires à l'unité près. Donc il faut à l'euro près. Et donc on voit bien que la question des pouvoirs d'achat reste centrale et que nous sommes dans une crise économique au-delà de la crise sanitaire et que cette crise économique a évidemment des incidences sur les comportements alimentaires, ce que vous consommez, où vous les consommez et les arbitrages que vous faites à plus forte raison dans un contexte contraint.
On va y revenir. Denis, je disais, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Qu'est-ce qui explique, selon vous, le fait que, voilà, sur cette crise sanitaire devenue crise économique, on a balayé le secteur des services en insistant sur la technologie, les problèmes industriels, l'emploi, effectivement, et qu'on ne se pas beaucoup poser la question de l'impact sur l'agriculture et les circuits alimentaires. Est-ce que parce qu'il y a ce sentiment que ça va de soi ? Oui, parce qu'on a un sentiment de sécurité alimentaire qui est très profondément ancré. On n'a pas de rupture qui est intervenue. Enfin, ça fait des années qu'il n'y a pas eu de gros incidents. Alors oui, il y a eu... D'ailleurs, c'est marrant. C'était en mars 2020, quand on se moquait un peu des gens qui faisaient les courses, on a insisté sur le fait que les gens faisaient des provisions de papier toilette et pas spécialement de produits alimentaires. Les pâtes avaient quand même un peu de difficultés. Mais globalement, il y a une grande confiance sur la sécurité alimentaire. Celle-ci est plutôt assurée. D'ailleurs, même quand on regarde les évolutions de l'activité, on se rend compte que le secteur agricole, que ce soit au sens strict du terme ou que ce soit en incluant l'industrie agroalimentaire, est le secteur qui a connu le recul de la valeur ajoutée le plus faible de l'ensemble des secteurs économiques qui composent le tissu économique du pays. Donc il y a bien déjà cette sécurité qui a été plutôt confortée parce que au-delà de quelques tensions qui ont pu intervenir de ci de là, et il y a eu en avril un peu d'accélération des prix, en particulier sur les produits frais, mais pour des raisons très simples qui tenaient à la difficulté de mobilisation de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que les personnes ne pouvaient pas se déplacer, donc les récoltes devenaient quand même beaucoup plus difficiles. Ça a été le cas en Espagne également. Donc c'est ça qui en fait a été une contrainte d'offre, mais qui a été rapidement jugulée, et on a pu rétablir très rapidement les circuits agricoles, et ceux-ci n'ont pas fonctionné. Mais ça, c'est la question de l'approvisionnement. Maintenant se pose effectivement la question de l'accès de la population, et Sébastien insiste beaucoup sur cet aspect de pouvoir d'achat, mais une des principales réponses que l'on voit par exemple sur le problème des étudiants, c'est la réponse au niveau du Crous, faire les repas à 1 euro, c'est effectivement l'extension des aides alimentaires. On voit bien que, eh bien, on retrouve l'arme alimentaire comme un outil de solidarité dans cette période. C'est vraiment un point qui est tout à fait névralgique dans la cohésion que l'on doit essayer de maintenir dans le pays. Je précise, Denis, que vous êtes membre du comité éditorial du Déméter, parce qu'on est transparent. Je ne voudrais pas qu'il y ait j'ai oublié de le dire. Sébastien, vous parliez d'évolution des comportements. Qu'est-ce qu'on a observé comme évolution des comportements dans le cadre de cette crise ? Si vous voulez, il y a d'abord, juste pour rebondir, parce que Denis a dit quelque chose de très important, c'est qu'en France, nous n'avons pas eu de problème alimentaire depuis le début de cette crise du Covid, parce qu'en temps ordinaire, les mondes agricoles et agroalimentaires fonctionnent dans notre pays, en Europe plus largement. Donc on peut avoir des peurs sur notre système alimentaire, vouloir relancer de la souveraineté. On est en pleine sécurité, souveraineté. Il faut la cultiver, il faut l'entretenir, il faut peut-être la renforcer, mais on n'a pas de problème dans ce domaine, ce qui n'est pas le cas d'une grande partie de la planète. Donc, de temps en temps, je crois que c'est important de se souvenir qu'il y a des secteurs vitaux. L'agriculture en fait partie, la santé, on le redécouvre. Ce sont des secteurs où, quelle que soit la météo, la conjoncture, vous avez besoin d'être bon sur le domaine de la santé, sur le domaine de l'agriculture. Ce sont plein de métiers industriels, ce qui pose une vraie question sur l'industrie, la réindustrialisation de nos continents demain. Mais ce n'est pas la panacée pour l'ensemble de la planète. Et donc, nous avons un sentiment de sécurité, et il n'y a pas eu d'inflation de prix pour les consommateurs français, ce qui n'est pas non plus le cas sur le reste de la planète. Je prends l'exemple de la Russie, c'est une grande puissance agricole. En Russie, les prix du sucre, des huiles, d'un certain nombre de produits de base ont doublé, voire triplé ces derniers mois, alors que c'est une grande nation agricole. C'est lié à quoi alors à la crise? Parce que les systèmes de gouvernance et d'organisation des marchés, du jeu d'acteurs, du rapprochement offre-demande, etc. ne sont pas les mêmes. Nous avons une chance extraordinaire en Europe et en France autour de la performance alimentaire en quantité, qualité, diversité. Et en même temps, ce consommateur, et j'y viens, reprend conscience, je crois, avec cette crise, de l'importance de cette sécurité. C'est pour ça que dans le Déméter, on a beaucoup mis l'accent cette année sur cette convergence de demandes qu'on a appelée des 3 S, c'est-à-dire que le consommateur demande de la santé. Quand on mange, on veut être dans une alimentation qui est bonne pour sa santé et bonne pour la santé de la planète. Cette demande est très importante. On cherche de la soutenabilité. Soutenabilité par rapport à nos pratiques alimentaires, où on va les consommer, comment on va acheter, quel impact ça va avoir sur les ressources, sur la biodiversité, sur un tas de domaines. Mais la crise du Covid a aussi rappelé l'importance de la sécurité pour celles et ceux qui avaient oublié qu'il fallait produire, parce qu'encore une fois, l'alimentation est vitale. Et c'est vrai que ces consommateurs en France, si on fait une photographie aujourd'hui, vous avez des consommateurs qui, oui, se disent
il faut que je puisse dépenser davantage pour ma nourriture parce que en fait, c'est ma meilleure assurance vie à long terme. Bien manger, c'est bien vivre, augmenter mon espérance de vie en bonne santé longtemps. Sachant que le budget nourriture des individus a baissé considérablement. Aujourd'hui, c'est 12%. Ouais. En moyenne, le français, c'est 12% du budget mensuel dédié à l'alimentation. Mais on voit... C'est un chiffre en baisse. C'était 40% il y a 50 ans, donc ça baisse drastiquement. Mais attention, cette photographie aujourd'hui, c'est une moyenne. Vous avez, pour certains ménages français, un tiers, voire la moitié du revenu mensuel qui est dédié à l'alimentation pour les ménages les plus fragiles. Et donc, il faut bien considérer qu'aujourd'hui, vous avez des Français qui se disent « Oui, je vais dépenser davantage pour ma nourriture », pour tout un tas de raisons. Certains vont dire « Je vais chercher à mieux manger ». Et pour certains qui disent « Je vais mieux manger », c'est déconsommer. Les très gros pouvoirs d'achat qui veulent des super aliments sont pas forcément à consommer plus. Ils vont consommer des super aliments qui coûtent peut-être plus cher, mais en volume vont déconsommer. Mieux manger, c'est moins manger, par exemple. L'essentiel des Français, aujourd'hui, cherchent à pouvoir manger, regardent le coût que ça comporte et essayent d'avoir cet équilibre entre une alimentation de qualité, variée, équilibrée, etc., avec des considérations sociétales, circuits courts, produits locaux, produits français, considérations sur l'impact environnemental. Mais le prix reste déterminant et le pouvoir d'achat prédomine toujours sur le vouloir d'achat. Il ne faut pas se tromper. Ça veut dire qu'il faut maintenir une agriculture et une offre agro-industrielle, agroalimentaire très diversifiée, parce qu'encore une fois, le consommateur veut être libre dans son acte alimentaire. Et en même temps, ça veut dire qu'il faut prendre conscience que le pouvoir a été pris par les consommateurs. On me demande souvent quelle est la grande puissance agricole de la planète. La grande puissance agricole de la planète, c'est les 8 milliards de consommateurs. Non. Les 7 milliards, j'ai dit qu'il y avait 1 milliard qui ne mangeait pas, il ne faut pas non plus les oublier. Les 7 milliards de consommateurs qui consomment tous les jours plusieurs fois de la nourriture s'expriment dans l'acte alimentaire. Vous avez beaucoup plus de gens qui passent un message à travers leur acte alimentaire quotidien que dans un bulletin de vote, puisque tout le monde ne vote pas librement sur cette planète. Je reviens à mes comportements, justement. Est-ce qu'il y a eu une accélération depuis mars 2020, pas chez les précaires, j'ai compris, chez les plus privilégiés, dans les nouveaux comportements alimentaires, circuits courts, bio, enfin toute cette dynamique qu'on observait depuis un certain nombre d'années. Oui. Et on croit voir, encore une fois, je ne sais pas si les chiffres l'étayent, que ça s'est accéléré à la faveur d'une certaine prise de conscience. Vous avez trois choses qu'on peut mentionner si on prend une photographie française. C'est que d'abord, c'est plus les produits locaux qui sont prisés que les produits bio. On a cru que c'était les produits bio qui étaient en vogue. Non, c'est les produits locaux. Après, sur les produits locaux, tout est relatif. Vous avez des produits locaux évidents, les fruits et légumes peuvent en faire partie. Il y a des produits qu'en France, nous ne produisons pas, qui viennent de l'extérieur. Et puis, si vous prenez certains produits français... Le principe du circuit court, j'imagine que ça concerne tout le monde, alors que le bio, c'est plus cher, donc ça concerne que ceux qui ont les moyens. Le problème du circuit court, tout dépend de quel kilométrage vous parlez et puis de quel produit vous parlez. Il y a des produits français qui sont dans les Hauts-de-France, qui sont consommés par les habitants du sud du pays. On ne va pas leur dire demain, puisque vous habitez dans le sud du pays, vous n'avez plus accès aux pommes de terre des Hauts-de-France, par exemple. Et inversement, sur des produits liquides, vous prenez le champagne. Votre appellation locale, c'est national pour vous? Le local, tout dépend. Ça peut même être européen, parce que l'Europe est un tout petit continent sur un planisphère. Mais le local, bien sûr, il faut le regarder avec le produit dont on parle, les consommateurs dont on parle. Mais néanmoins, avoir accès à des produits locaux, c'est-à-dire surtout connaître l'origine des produits, avoir une transparence et une sincérité à travers des produits, avoir l'impression qu'avec des produits locaux, vous rémunérez à votre juste valeur le producteur, ceux qui ont travaillé sur ces métiers. C'est une tendance de fond. Il y a une deuxième tendance qui est accélérée, évidemment, ces derniers mois, c'est tout ce qui a été l'utilisation du e-commerce et du numérique. Donc, par exemple, aujourd'hui, il faut avoir conscience que la part des achats alimentaires en ligne, c'était 5% en 2019. Ça a doublé en 2020. Ça a quelles conséquences sur la filière ça a la conséquence de diversifier les opportunités. Et donc, économiquement, il peut avoir des retombées positives pour celles et ceux qui se sont, dans le secteur et les professionnels, embarqués dans ces tuyaux du numérique et ont mis en place des systèmes. On voit le click and collect, on voit le e-commerce sur des plateformes qui permet, encore une fois, de mettre parfois des produits locaux qui sont en toute petite quantité en accès possible pour des consommateurs très diversifiés. Là où forcément le jeu d'acteurs traditionnel ne favorisait pas toujours ça. Il y a une troisième tendance qu'il ne faudrait pas sous-estimer par rapport aux événements que l'on vit, c'est que le consommateur, je crois, est attaché à sa liberté
encore permise dans l'alimentation. Et donc c'est vrai qu'en France, depuis le début de la crise, on a un certain nombre de restrictions, à la fois sanitaires, mais dans nos mobilités, dans nos modes de vie, pour des raisons évidentes, parce qu'on est dans une période très difficile. Et on voit bien que le consommateur reste attaché à pouvoir accéder au niveau de l'alimentation. D'abord, il est attaché à avoir accès en permanence. Et parfois, il a été dans l'exagération de vouloir faire des courses surabondantes alors qu'il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de problème de pénurie. Mais il reste attaché à pouvoir, au-delà des aspects prix, pouvoir accéder à l'alimentation auquel il est habitué. Et c'est vrai qu'il faut rappeler que le consommateur s'est habitué non seulement à avoir une alimentation à prix très accessible, mais aussi à avoir des produits tout au long de l'année, quelle que soit la saisonnalité des productions. Et donc ne s'est plus posé les questions qu'à telle période on n'a pas forcément tel type de produit et que parfois on a des produits du reste du monde en France tout au long de l'année parce qu'on a donné cette liberté et cette conquête aussi du monde à travers l'acte alimentaire auquel le citoyen est attaché. Et donc on voit bien que depuis quelques mois, cette crise maintient le bastion de la liberté dans l'acte alimentaire. Je rappelle toujours, ça fait sourire, mais qu'on enlève un masque pour manger, ce qui est aussi un moyen de rappeler qu'on a besoin d'interaction sociale par l'alimentation et que c'est permis. C'est une rare occasion, on a l'occasion, à part évidemment sur certaines émissions de télévision, d'enlever un masque pour parler parfois et pour manger. On parlait souveraineté, Sébastien a rappelé qu'il n'y a pas de problème de souveraineté a priori, en tout cas chez nous, en matière d'alimentation. C'est vrai que les questions de souveraineté ont été au cœur des réflexions depuis le début de la crise. Vous êtes d'accord avec ça? Le sujet de la souveraineté, il concerne d'autres domaines et pas du tout, il n'y a pas de préoccupation même à moyen terme. Ou est-ce que c'est comme la démocratie, il faut quand même l'entretenir tous les jours pour être sûr que ça marche, quoi. Ce sont les mots de Sébastien, enfin je vais paraphraser, mais c'est exactement ça, c'est que la souveraineté c'est quelque chose qui est installé, qui n'est pas établi, c'est quelque chose qui se consolide en permanence et c'est quelque chose auquel il faut prendre garde parce que vous avez aussi des changements, même les changements climatiques, à un moment vous remettent en jeu les manières les changements climatiques, on imagine que ça a un impact majeur sur... Évidemment, c'est pas la souveraineté, enfin c'est pas une attaque à 2-3 ans, mais on voit bien qu'il va y avoir des changements dans les modes de produire qui vont nécessairement faire des nouveaux canaux de distribution et qu'il va falloir sécuriser. Et d'autant qu'on voit bien que la logistique devient un enjeu de plus en plus important dans l'organisation des flux. Enfin, on le voit, c'est caricatural en ce moment avec ce qui se passe sur les porte-conteneurs, mais on voit bien que la circulation des biens n'est pas quelque chose. C'est une augmentation du prix du fret maritime, donc via les conteneurs, augmentation très sensible sur ces derniers mois. Exactement, c'est sur les routes qui partent d'Asie, qui vont à destination de l'Europe et d'Amérique. Donc on a une flambée des prix qui dit bien que d'une certaine façon, ce qui a révélé cette crise, c'est un peu des zones de fragilité dans l'économie mondiale qui ne sont pas forcément dans la production, mais qui sont peut-être encore plus dans la distribution, dans l'acheminement des biens. C'est là que l'on a probablement les points de faiblesse dans l'organisation de la mondialisation, qui sont les plus importants. La souveraineté, c'est précisément une manière de juguler ce risque qui est lié à la logistique, à la circulation des flux. Maintenant, la souveraineté, à quelle échelle doit-on l'envisager? Est-ce que c'est une échelle nationale? Est-ce que c'est une échelle européenne? C'est probablement aussi cette dimension-là qu'il faut affronter. Hier dans l'émission, on parlait d'aide au développement, l'occasion de la présentation par Jean-Yves Le Drian de sa nouvelle loi avec un nouveau budget, une augmentation de l'aide au développement en France et puis une nouvelle stratégie resserrée sur 19 pays. Est-ce que les questions agricoles et d'alimentation sont partie prenante dans ce sujet de l'aide au développement? Est-ce que la stratégie d'aide au développement intègre déjà ces préoccupations? Sébastien? Oui, complètement. D'abord, la France et l'Europe en général font partie de ces puissances qui ont des caractéristiques et véhiculent un certain nombre d'engagements de coopération et de solidarité avec le monde, et les partages de production agricole vis-à-vis de certains continents qui en ont besoin, le partage d'innovation scientifique avec le reste du monde, le partage d'expériences logistiques, etc., font partie du rayonnement de l'Europe et de la France. Donc bien sûr, dans l'aide au développement, les projets de développement agricole dans certaines zones, l'investissement sur des infrastructures, et Denis l'a dit, l'aspect logistique. Sur la logistique, outre ce que Denis a dit, et pour faire écho à votre demande sur l'aide au développement, on voit bien qu'en Afrique aujourd'hui,
l'un des grands enjeux pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique, c'est la logistique, notamment sur la chaîne du froid. Si vous n'avez pas la capacité à rapprocher l'offre et la demande sur ces territoires immenses et de faire en sorte que vos produits, entre les zones de culture et de récolte et les centres de consommation, pour faire simple, les grandes villes, ces produits ne soient pas bien transportés, bien conditionnés et restent en sécurité sanitaire tout au long du parcours. Pour nous est une évidence chez nous. Pour nous, une évidence, parce qu'on s'est donné les moyens, et Denis l'a dit, avec constance, avec beaucoup de temps long, d'être fort sur ces sécurités alimentaires, mais la logistique, elle est déterminante. Donc dans l'aide au développement, on voit bien qu'un des grands leviers demain, ça va être de partager des expériences. Vous prenez par exemple Paris et Rungis. Le marché de Rungis, c'est une performance exceptionnelle. Sans Rungis, Paris a faim. Rungis fait partie des outils logistique, diplomatique. Rungis est là pour ça. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de villes dans le monde qui demandent l'expertise de Rungis parce que c'est un modèle du genre d'organisation logistique en circuit court, circuit long, qui nourrit une grande ville et un grand bassin comme l'Île-de-France. Et aujourd'hui, Rungis fait partie de ces outils, si vous voulez, qui font rayonner de la performance et agricole et alimentaire, et en même temps logistique et industrielle d'une France et d'une Europe, qui, encore une fois, s'est donné les moyens. La souveraineté, Denis l'a dit, c'est comment je réduis des fragilités, des dépendances dans des secteurs où je ne serai jamais bon, et comment je cultive des forces et des atouts pour à la fois être en sécurité ou rayonner grâce à ces performances. L'Europe et la France, sur l'agriculture et l'alimentaire, ont une capacité forte et rayonnent avec ces sujets, mais à condition de les entretenir dans le temps, parce que, encore une fois, se nourrir est une nécessité vitale. On peut se reparler dans 20 ans de ce sujet, ça restera un secteur stratégique. Parfois, il faut des crises pour se souvenir que des secteurs évidents le sont. Pour terminer très rapidement, moi j'ai aimé le chapitre sur l'avocat parce qu'on est dans la logique des modes. Il y a eu une mode de l'avocat, alors, y compris sur Instagram, c'est-à-dire que c'est quand même, peut-être parce que c'est joli, c'est vert, ça fait sur une composition d'une photo, c'est... Alors là vous avez le tableau formidable des super aliments les plus populaires sur Instagram, le gingembre avec le nombre de publications, l'avocat, le matcha, dans le petit vert, la spiruline, le kale ou le kale, je sais pas, aloe vera, chia, moringa, shiitake, qui est un champignon asiatique. Est-ce qu'il y a des modes qui deviennent négatives? L'avocat, apparemment, la production a explosé et on voit des considérations négatives très fortes au Mexique. Il s'est un peu focusé sur trop fortement sur l'avocat. Rapidement, il y a des excès de ce genre-là. Si vous voulez, nous, dans le Déméter, c'est un outil pédagogique pour sensibiliser à l'importance des questions stratégiques agricoles et alimentaires, et on aime bien prendre tous les ans un produit côté de la lorgnette, quoi. Ouais. Pourquoi on a pris l'avocat? Parce que globalement, il y a une instagramisation de l'alimentation dans le sens où aujourd'hui, 40% des photos sur Instagram sont des photos d'alimentation et de cuisine. C'est très présent, ça s'appelle le food porn. C'est cette photo permanente d'alimentation de moments alimentaires. Bon, ça marche très bien. L'avocat sur Instagram a été sublimé. Et donc l'avocat est devenu un super aliment, il a des vertus nutritionnelles incontestables. C'est devenu un produit très prisé dans les restaurants, dans les pays très développés, sauf que l'avocat, malheureusement, est une production agricole au bilan environnemental assez contestable. Consomme beaucoup d'eau. Et consomme énormément d'eau, et surtout fait partie de ces produits dont la dimension géopolitique est immense. Et des cartels, aujourd'hui mexicains de l'économie grise, gère les productions d'avocats. Le Mexique, c'est plus d'un tiers de la production mondiale. Le Mexique, c'est le grand pays production d'avocats. On pourrait parler d'aspects sociétaux, environnementaux et politiques peu fréquentables en Afrique du Sud ou dans certains autres pays, mais le Mexique, c'est caricatural sur l'avocat, où certes, un produit alimentaire magnifié dans les magazines nutritionnels, dans les restaurants des grandes villes, en Europe, etc., est très à la mode. Son bilan écologique et son bilan sociopolitique est catastrophique. Voilà, on apprend plein de choses. Voilà, Déméter 2021. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. On va parler des priorités du G7. On se retrouve dans Late et Smart pour la deuxième partie de l'émission. Il y avait un G7 virtuel, donc un G7 par visioconférence en début d'après-midi, heure française, je crois. Donc G7 qui rassemble les États-Unis et le Canada à côté ouest de l'Atlantique, de l'autre côté du Pacifique, le Japon. Et puis pour ce qui est de l'Europe au sens large, désormais, il faut dire, avec la Grande-Bretagne. Donc la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et l'Allemagne, ça va faire 7, j'y arrive.
Regardez cette dépêche, Biden, donc c'est son premier, Joe Biden, hein, c'est son premier G7, enfin c'est son premier G7 en tant que président, peut-être qu'il était passé en tant que vice-président, je ne crois pas qu'il y avait les vice-présidents G7, mais bref. Les vaccins, l'économie et la Chine au programme, nous dit l'agence Reuters. Hier ou avant-hier, sur d'autres sujets, je parlais du principe de l'union nationale en politique et ses applications en économie à l'occasion de la situation en Italie et de l'arrivée de Mario Draghi qui recense, qui est approuvé par une très large partie de la classe politique italienne. Qu'est-ce qu'il y aurait pour l'économiste que vous êtes, Denis, quel devrait être alors quand on dit économie, c'est un peu large, quelles devraient être les priorités communes évidentes entre ces 7 pays qui ne sont pas les 7 plus grosses puissances mondiales, parce qu'il n'y a pas la Chine, mais quand même pas loin. C'est un peu comme le décalque de l'OTAN, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, le G7, maintenant, c'est un outil qui a une vocation défensive. C'est-à-dire, c'est quand même plutôt l'aéropage des puissances déclinantes. Vous aviez du mal à le dire, je vous ai... Ouais, déclinantes. Non, mais je pense qu'il faut dire, parce qu'il n'y a pas la Chine. Alors, il y a celles qui sont déclinantes en valeur absolue et d'autres en valeur relative, parce que les États-Unis se tiennent encore à peu près. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, ce sont les économies qui ont aussi le plus souffert de cette période. C'est le monde d'avant. C'est le monde d'avant. Et donc, le G7 se cherche une identité. C'est très intéressant de voir que la Chine, elle n'est certes pas à la table ou autour des visios, puisque ça s'est fait en visio, mais est au cœur des préoccupations. Et c'est aussi, on est dans un moment où États-Unis et Europe essayent peut-être de se construire une philosophie commune au regard de la Chine. Et donc, on est vraiment dans ce jeu de tectonique des plaques qui est en train de se faire. Et est-ce qu'on va avoir, en termes d'instance, plutôt l'accent qui va se mettre sur le G7, et à ce moment-là, ce sera une structure défensive, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt le G20 qui va s'affirmer, qui là aura une dimension qui sera vraiment beaucoup plus multilatérale, parce qu'on embarquera des pays avec des enjeux stratégiques très différents, mais au service d'une solution véritablement mondiale. Là, le G7 est en train, effectivement, de tourner comme un outil de formation d'un bloc, et non plus un outil, on va dire, de régulation mondiale. Il n'y a plus de cohérence économique. À partir du moment où il n'y a pas la Chine, qui est la deuxième économie mondiale, voire la première en parité de pouvoir d'achat. Il a toujours une cohérence économique. Il a une cohérence économique, mais qui n'est plus la même. Si vous voulez, ce n'est plus celle de la régulation à l'échelle mondiale. Il n'est plus le moteur. Parce que il lui manque quand même le principal moteur auxiliaire. Celui, ça fait défaut quand même quand vous n'avez pas la Chine, mais c'est très difficile d'affirmer une position vis-à-vis de la Chine. Et en même temps, c'est 7 pays face à la Chine. Donc en fait, ça renforce l'espèce de confrontation qui monte en puissance au fil des années entre le bloc de l'Ouest au sens large, même s'il y a le Japon, et la Chine. Mais la Chine qui ne reste pas inerte pour autant, qui se façonne elle-même sur ses faisceaux d'alliance, alors, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, avec des écueils, avec des reculades. C'est pas facile. Et est-ce que devrait y avoir une politique économique commune, forcément, entre ces 7 pays-là? Est-ce que c'est la logique, ce serait une bonne chose? Oui, parce que de temps en temps, si tout le monde fait la même chose, c'est pas forcément. Enfin, je sais pas. Une politique économique commune, non, mais en revanche, qui aille dans les mêmes directions. C'est vraiment, on est plus dans la structure d'alliance d'intérêts qui peuvent être divergents, mais qui ont quand même une structure commune. C'est ça ce que l'on va essayer d'établir. Est-ce que les 6 autres, par exemple, ont intérêt ou sont concernés par l'ampleur du futur plan de soutien américain, les fameux 1900 milliards de M. Biden? On parle de Bidenomics là maintenant, sous-entendu un soutien massif, peut-être un peu plus important même que nécessaire, mais pour être sûr de relancer. Est-ce que c'est l'intérêt des 6 autres, par exemple, que les États-Unis fassent ça quand les États-Unis de façon évidente vont bien, oui, parce que les États-Unis, ça reste le consommateur en dernier ressort à l'échelle mondiale. Donc, bien entendu, quand les États-Unis vont mieux, mais c'est ça la position des États-Unis. Et donc, c'est ça qui est un appôt, si vous voulez, à exportation quand on va vers les États-Unis. Donc, bien entendu, les États-Unis qui ont une économie qui est florissante, c'est bienvenu pour les économies occidentales. Mais l'enjeu, du point de vue du G7, est vraiment dans l'organisation multilatérale. Quelles vont être les normes technologiques qui vont s'imposer dans plein de domaines? Est-ce que ce sont les Chinois qui vont imposer des normes technologiques sur les outils de communication, ou est-ce qu'à l'inverse, vous allez plutôt avoir des normes qui seront plutôt américaines ou européennes, en tout cas qui auront été concertées? Et ça, c'est extrêmement structurant sur les marchés mondiaux. Et c'est ça qui se joue en ce moment, qui est vraiment ce jeu d'alliance à façonner autour de thématiques économiques. Est-ce que sur vos sujets de prédilection,
contradictions dont on parlait tout à l'heure dans la première partie de l'émission, Sébastien, ce G7, il a une cohérence aujourd'hui. Je vais même sortir du terrain alimentaire parce que, à travers mes activités à l'IRIS, on s'intéresse évidemment aux évolutions de la scène internationale. Et moi-même, je m'y penche beaucoup, notamment sur la sino-mondialisation. Donc je voudrais d'abord, bien sûr, appuyer sur ce que dit Denis, c'est que finalement ce G7, c'est un peu une survivance d'un monde ancien qui n'a plus énormément de sens, si ce n'est dans une vocation un peu d'observation de que faire face à la Chine. Et donc on a l'impression, vous savez, comme beaucoup de vieilles structures, qu'on veut surtout pas les tuer parce que c'est une façon de faire perdurer l'histoire. Bon, le G7, sa cohérence d'un point de vue économique. Rappelons que c'est des démocraties, il ne faut peut-être pas l'oublier. C'est d'un point de vue politique, il y a une cohérence ce groupe quand même. Il peut avoir une cohérence politique sur la démocratie, encore que je modulerai le propos sur ça. Mais je crois qu'il y a 3 choses peut-être à dire autour de ce G7 qui se tient. La première, c'est bien sûr la question d'une volonté de l'administration Biden. Ça fait un mois que Biden est arrivé au pouvoir. Une volonté de changer la tonalité du discours avec l'Europe, notamment. Mais aussi avec le Japon. C'est-à-dire de se reparler. De se reparler. De reconsidérer qu'on est amis. Il y a des invariants dans la politique étrangère américaine. Ces invariants, c'est l'investissement sur la science, la technologie, l'investissement sur l'économie, l'investissement sur comment contrer la montée en puissance de la Chine. Ces invariants, ils ont été présents sous le mandat d'Obama, présents sous le mandat de Trump, et ils vont être présents durant cette administration. C'est la façon de les exprimer, la manière de créer du multilatéral autour de ça, qui est sur la table. L'administration Biden veut, je pense, éviter de voir l'Europe se rapprocher de plus en plus de la Chine, parce que la Chine drague aussi énormément l'Europe. Et on voit bien que les Européens ont changé aussi le discours vis-à-vis de la Chine, qui est à la fois un rival systémique, pour reprendre l'expression de la Commission européenne, et en même temps un grand partenaire commercial, un grand partenaire technologique, un grand partenaire dans plein de domaines. C'est notamment la crise sanitaire qui a fait changer le discours de l'Europe. La crise sanitaire a peut-être rappelé aussi aux Européens qu'avec la Chine, il fallait entretenir un dialogue équilibré. D'ailleurs, on parle de plus en plus d'un dialogue à rééquilibrer entre Pékin, Bruxelles et les différents pays. Ce que je veux vous dire à travers là, c'est qu'on a aussi un G7 plein d'incohérences. Écoutez, le Royaume-Uni a quand même demandé tout récemment de rejoindre l'accord dans l'Asie-Pacifique que la Chine a drivé au mois de décembre, le RCEP, avec 15 grandes nations asiatiques. Le Royaume-Uni a demandé il y a quelques jours à rejoindre cet accord. Donc d'un point de vue cohérent, G7, comme politique, des accords multilatéraux, bilatéraux, ça fait gagner du temps avec 15 pays d'un coup. À ça, bon, on peut le questionner néanmoins. Et puis, pour moi, il y a un troisième aspect qu'il ne faudrait pas sous-estimer, c'est que précisément, ce G7 se pose dans un moment un peu clé, à la fois l'arrivée de Biden, le départ d'Angela Merkel. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect. L'Allemagne joue un rôle important dans le G7. Et le départ d'Angela Merkel enlève... Ce ne sera probablement pas son dernier, parce qu'il y aura probablement un G7 en physique, apparemment au mois d'août, en tout cas cet été. Donc là, pour le coup, ce sera le dernier d'Angela Merkel, qui est censé partir à l'automne. Angela Merkel, 2021... C'est sa dernière année, en tout cas. Angela Merkel a joué toujours un rôle, à la fois, à l'époque de Trump, d'équilibre dans le discours des Européens avec les États-Unis. Et en même temps est un point solide d'ancrage dans le dialogue avec un certain nombre de partenaires à l'international. Donc je pense qu'il y a aussi le sujet de l'agenda allemand, et je pense que l'administration Biden a bien conscience qu'il faut cultiver de très bonnes relations avec certains pays européens pour éviter justement que demain le sujet ce soit pas le G7, le G20, mais le G0, c'est-à-dire finalement aucun centre de gravité structurant de la planète, chacun pour soi, et le multilatéralisme qui vole en éclats. Parce que c'est ça que risque d'induire potentiellement la crise sanitaire du Covid, c'est que finalement l'isolement relationnel sur le plan sanitaire devienne un projet politique sur la scène internationale, où finalement chacun fait une course en solitaire dans des domaines de souveraineté, à plus forte raison si on explique que la souveraineté c'est le repli sur soi. D'où l'importance de garder la souveraineté solidaire et ouverte par rapport aux enjeux mondiaux, parce que je rappelle quand même que sur la question du vaccin à l'ordre du jour de ce G7, si on trouve des solutions, c'est bien parce qu'on partage des solutions scientifiques et qu'on partage au niveau international des progrès, des découvertes et des moyens. Après, il y a plein d'organisations internationales par ailleurs. On a une nouvelle directrice générale à l'OMC qui va essayer de relancer l'OMC. Il n'y a pas que le regroupement des 7 chefs d'État et de gouvernement du monde occidental. De façon générale, c'est toujours mieux de se parler, y compris en économie. Oui, bien entendu. Est-ce qu'on se souvient d'acquis importants de G7 ou
G5, enfin c'est un truc qui a été lancé par Giscard. Oui, en fait, ça a été notamment, c'est plus les G7 finances aussi qu'il faut regarder. Parce que là, on va se retrouver vraiment sur des gens sérieux. Là, voilà. Qui savent de quoi ils parlent, qui se comprennent. Non, mais ça avait été notamment les accords du Plaza, toutes les réévaluations du yen qui avaient été décidées, parce que vous aviez vraiment un déséquilibre très important des échanges mondiaux qui se faisaient dans les années 80, et c'est dans le cadre du G7 qu'ont été négociées les réévaluations et les alignements de monnaie. Donc, ce sont des outils... On cite les années 80, puisqu'à l'époque, ce n'était pas le monde d'avant, c'était, voilà, ce qui fait que pour le coup, la Chine ne pesait rien. Donc, oui, la Chine ne pesait rien, et puis il y avait encore l'Union soviétique à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on parle de temps presque antédiluvien, mais il y avait vraiment une organisation qui était à penser. Et donc il y avait des conflits monétaires, et c'était un espace de négociation, et où on arrivait à des accords qui étaient extrêmement forts. Vraiment, cela a été des accords très structurants, et qui ont permis de donner une stabilité monétaire pendant quelques années, alors qu'on était dans une situation qui était extrêmement tendue au niveau de la relation entre les États-Unis et Japon. C'était des choses compliquées. Donc là, oui, et c'est aussi le premier G7 avec la Grande-Bretagne complètement sortie de l'Union européenne. Oui. Donc on a effectivement, avant, on avait 4 pays européens qui en fait étaient dans l'Union européenne, donc ils étaient censés à peu près penser à la même chose. Là, vous venez de nous rappeler qu'ils ne pensent pas à la même chose sur les grands dossiers de commerce international ou d'accords multilatéraux. À la limite, ils vont avoir des choses à se dire. Il y a une logique peut-être encore plus importante à se retrouver autour de la table. Vous diriez ça l'un ou l'autre sur le... Moi, je crois que c'est important qu'on ait l'entretien d'un dialogue multilatéral, quelles que soient les questions, quels que soient les sujets, entre grands de ce monde, mais... Encore une fois, est-ce que le G7 a de la pertinence dans le monde contemporain et de demain ? Sans doute pas. Vous posiez la question de savoir est-ce que ça a servi à des choses. Moi, je prends un exemple dans le terrain que je connais, agricole-alimentaire, ce qui a permis, par exemple, de calmer les tensions sur les prix et de faire en sorte que, sur le plan des stocks agricoles, des réserves, des informations de récolte, des enjeux logistiques, on atténue les tensions. C'est la constitution d'une force qui s'appelle AMIS. C'est un dispositif technique qui est aujourd'hui basé à la FAO à Rome, et qui a été mis en place par le G20. Quand il y a 10 ans, il y a eu la grande crise financière internationale, un emballement des cours des matières premières, souvenez-vous. Parce que dans le G20, il y a d'autres grandes puissances agricoles, le Brésil... Parce que dans le G20, il y a les puissances qui comptent aujourd'hui sur la planète, économiquement, politiquement, stratégiquement, technologiquement. Et donc la question, je crois, n'est pas uniquement de savoir si on doit avoir un club de nations démocratiques d'un côté versus d'autres pays dans le monde. Sur certains dossiers, on voit bien que les solutions ne seront pas trouvées en ayant simplement un club de nations démocratiques d'un côté et d'autres pays dans le monde. Donc on va devoir partager des solutions, même si, encore une fois, le G7 peut, et Denis l'a dit, trouver des mécanismes pour lisser des tensions entre ces pays et faire en sorte, peut-être de plus en plus par rapport à cette émergence de la Chine, première dans tout et première puissance mondiale, d'avoir une position, pas commune, mais un peu cohérente entre les politiques que mèneront les Américains et les autres pays vis-à-vis de Pékin. Aujourd'hui, il n'y a aucune cohérence dans les politiques qui sont menées vis-à-vis de Pékin entre Washington et les 6 autres capitales du G7. Il y a une cohérence, si on regarde le traitement de cette crise sanitaire et économique, les G7, globalement, la cohérence en matière économique, elle a été que tout le monde a organisé un soutien massif de son économie, même le Japon, qui est un peu plus éloigné, c'est pour ça que je le cite. Est-ce que cette cohérence, elle est liée, alors manifestement, elle n'est pas forcément liée aux critères démocratiques, mais peut-être un peu quand même, parce que c'est quand même, il y a un impact dans les opinions, de soutenir la crise, de soutenir l'économie quand celle-ci est en crise et avec les risques de chômage, les risques sociaux, si on faisait rien. Est-ce que là-dessus, tout le monde est d'accord ? Est-ce que sur la fin de ce soutien, ça peut être un des enjeux sur lesquels les uns et les autres devraient échanger pour que cette fin soit à peu près simultanée, pour qu'il n'y ait pas des divergences avec ceux qui continueraient à soutenir versus ceux qui commenceraient à arrêter. Il y a un enjeu là ? Oui, c'est vrai. C'est vraiment un point qui est très important, je pense, parce que tout le monde a usé à peu près des mêmes expédients. C'est l'utilisation de la politique monétaire vraiment sans aucune limite, de manière totalement débridée. Une politique budgétaire qui allait d'ailleurs beaucoup plus loin aux États-Unis qu'elle n'est allée en zone euro. En gros, le creusement du déficit budgétaire, c'est 2 fois aux États-Unis ce que l'on a fait en zone euro au cours de l'année 2020. Donc, mais ça, c'était tenable parce que tout le monde le faisait en même temps. Et donc, il n'y a pas eu de désalignement monétaire qui ensuite aurait induit des déséquilibres financiers et des déséquilibres dans les circulations économiques. Donc, maintenant, on ne sort pas au même rythme.
on le voit sur le rythme des vaccinations. Et vous parliez tout à l'heure du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est en tête sur les vaccinations. Les États-Unis suivent de peu. L'Europe est un peu plus à la traîne. On ne sort pas la même vitesse. Et c'est bien la question de ce décalage de temps qui pourrait intervenir aussi en termes de politique monétaire. Parce que plus vous tarderez à sortir, plus vous serez amené à maintenir les outils de soutien. Et donc d'installer une sorte de désajustement qui va se faire entre les économies et in fine sur les monnaies. Et ce faisant, eh bien, il y a des risques de tectonique des plaques financières extrêmement importantes si les monnaies commencent à partir dans des espaces de désalignement fort. On le voit en ce moment, vous avez vu la sensibilité de la livre sterling aux bonnes nouvelles économiques. La livre sterling qui est remontée à 1,40. Enfin, moi, j'ai signé une tribune il n'y a pas longtemps en disant au plus haut depuis 3 ans, la livre va se déprécier. Oui, en ce moment, c'est quand même sacrément démenti. Alors qu'on voit bien que la consistance économique britannique est quand même fortement affaiblie. Elle s'affaiblit également avec la City qui a perdu une partie de ses activités. Et pour autant, vous avez des monnaies qui, pour l'instant, s'en sortent bien parce que précisément, les espoirs de sortie rapide avec la vaccination et de retour à bonne fortune économique est tout à fait déterminant dans ce qui se passe du point de vue financier. On peut imaginer que les pays qui sont en retard disent aux autres, allez pas trop vite. Notamment à Joe Biden qui rajoute 2000 milliards. Là, en plus, il est en avance sur la vaccination par rapport à l'Europe. Et en plus, il rajoute 2000 milliards. Donc là, il va y avoir il y a un risque de... Non, ça, je ne pense pas. Parce que la politique budgétaire, en plus, celle qui est déployée par Biden, a quand même vraiment un usage qui est interne. On voit que ce qui est soutenu, ce sont les collectivités territoriales, ce sont les ménages également qui sont en situation de déprise économique extrêmement importante. Donc c'est un plan qui est très ciblé cette fois-ci et qui est vraiment à usage national. Ce qui compte après, c'est la manière dont on le finance et si la finance qui est mise en place vient détourner les flux d'épargne mondiale qui s'allouent d'une économie à l'autre. Dernière question, Sébastien, rapidement. Est-ce que les pays en développement, enfin les vrais pays en développement, pas la Chine, parce que, auraient un message à faire passer commun, qui sont encore des grandes puissances, même s'il n'y a pas la Chine, ce serait quoi selon vous ? Je crois que le président de la République, Emmanuel Macron, a quand même, depuis plusieurs semaines, insisté sur l'importance du vaccin pour les pays africains. Oui, alors paradoxe, c'est qu'il dit 5% des stocks, mais on ne savait pas qu'on avait des stocks de vaccins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un vrai sujet sur ce vaccin à portée universelle, en même moment pour tous ou à peu près, avec des calendriers qui sont longs déjà pour les sociétés très développées. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet autour du vaccin. C'est sanitaire, c'est la vaccination. Ouais. La France va porter un message important à ce titre. Et dans la relation que l'Europe entretient avec l'Afrique, c'est vrai que c'est un grand sujet dans les prochains mois de savoir comment le vaccin sur le continent africain va pouvoir être mis en place, pratiqué, à quel prix et à quelle vitesse. Parce qu'encore une fois, tout ça déterminera aussi la sortie de crise pour le monde entier. Voilà pour le G7, restez avec nous, on ne s'arrête pas d'ailleurs, 5 minutes encore il nous reste, on va balayer 2-3 sujets d'actualité, je voulais qu'on parle de la livre sterling mais on vient de le faire, j'avais le graphique et tout, mais allez 2-3 sujets tout de suite. Allez, un petit sujet amusant ou pas, d'ailleurs ça dépend si vous êtes gros contribuable français ou pas. Regardez cette information, le fisc va exploiter, ça y est, il a eu l'autorisation, le dernier feu vert, dit le papier pendant 3 ans, à ce stade c'est une expérimentation. Le fisc va exploiter les données des contribuables sur Internet, ça veut dire quoi ? Notamment les réseaux sociaux, c'est-à-dire que si vous montrez sur Instagram, on parlait d'Instagram tout à l'heure, des vacances aux quatre coins du monde en permanence, sur votre yacht et avec une Ferrari que vous ne la déclarez pas, faites attention, le fisc aura le droit de vous montrer effectivement ces photos. Il y avait eu un exemple avec l'héritage de Johnny Hallyday il y a quelques années qui avait été... Voilà, c'est autorisé, vous trouvez ça, c'est une bonne chose, le fisc a tous les droits maintenant pour essayer de traquer les fraudeurs au fisc, c'est légitime, ça va trop loin, qu'est-ce que vous diriez ? Le terme des signes extérieurs de richesse, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc maintenant, pour les traquer, on les traque, c'est simplement un changement d'outil. On s'est mis à l'ère du jour, quoi. On s'est mis à l'ère du jour, donc c'est à peu près la même chose que ce que l'on pouvait faire auparavant. On a en tête tous des exemples de films dans lesquels on voit des signes extérieurs de richesse qui déclenchent un contrôle fiscal. Le dîner de con, c'est tout à fait ça. Donc là, on change d'échelle, on se met au goût du jour d'une nouvelle technologie. Y compris sur la géolocalisation, c'est-à-dire que si effectivement vous déclarez que vous êtes
domicilié ailleurs qu'en France. On ne sait pas pour quelle raison, hein, mais que si vous déclarez que vous êtes domicilié ailleurs qu'en France et que vous postez que des photos de vous en France, dont on peut identifier là, effectivement, bah là, vous allez devoir répondre, ça va falloir faire un peu attention. De toute façon, les réseaux sociaux sont le reflet de l'ego, hein, et donc c'est bien là qu'on en donne le plus. On donne beaucoup d'informations, ça dit aussi qu'il faut faire attention plus largement à l'information que l'on passe sur les réseaux sociaux. Ça n'est jamais anodin. On est traqué partout, on est même traqué dans le Déméter qui va regarder comment vous fonctionnez sur Instagram. Donc il faut faire quand même très, très attention à l'information que l'on passe. C'est aussi un rappel à la bienséance et à savoir ce que l'on donne. Allez, un autre sujet. Cette fois-ci, ce sera peut-être plutôt pour Sébastien ou je ne sais pas. Regardez, on a eu les deux géants de l'agroalimentaire qui sont dans des situations un petit peu, qui sont historiquement de grands concurrents, le groupe suisse Nestlé et Danone. Alors Nestlé est beaucoup plus gros que Danone, mais enfin c'est quand même dans le même univers. On a le géant Nestlé, le papier des Échos ce matin, porté par le café et l'alimentation animale en 2020. Alors un chiffre d'affaires en baisse, mais globalement une croissance organique qui est la plus forte depuis 5 ans, donc considérée comme une bonne prestation avec voilà l'alimentation pour chez Echa, c'est un business en croissance en 2020 et puis on a la crise un peu chez Danone, une crise de gouvernance mais qui est liée à des performances jugées insuffisantes. Crise chez Danone, 2 points, Emmanuel Faber en sursis, c'est le titre du Monde cet après-midi. Il y avait un conseil d'administration hier avec une grosse pression, puisqu'on a un fonds activiste qui reproche ou qui voudrait faire évoluer la gouvernance. Voilà. Est-ce que, alors, on est dans l'alimentation, là, effectivement, on a pas mal parlé alimentation dans cette émission. On voit que, il y a. Le bon côté, c'est qu'on est quand même dans. Je disais au début, on n'en parle pas souvent de l'alimentation, mais on a quand même encore des boîtes internationales qui sont des géants dans cet univers. Il n'y a pas qu'Internet et la technologie, encore, a fortiori en Europe. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Nestlé a longtemps été la plus grosse valorisation européenne, vient de se faire doubler par LVMH. Je ne sais pas ce que ça vous inspire aussi. Sur cette dichotomie, ces deux destins un petit peu, Danone et Nestlé, qui suivez bien ces questions, ça vous inspire quoi? Deux choses. D'abord, c'est vrai que c'est important de rappeler que Nestlé est la plus grande entreprise agroalimentaire du monde, que Nestlé s'est diversifié sur des innovations autour de la prise de café, j'ai pas besoin de citer les marques, mais qui ont fait aussi un grand succès depuis 20-30 ans dans la performance du groupe. Tout ce qui est pet foods est important, les animaux de compagnie, c'est aussi quelque chose qui génère beaucoup de revenus dans le groupe, mais c'est un groupe qui est présent sur énormément de segments, parce qu'encore une fois, vous l'avez dit, dans les choses qui comptent sur la planète. C'est le prototype de la multinationale telle qu'on l'apprenait à l'école quand on était gamin. Nestlé, c'est à la fois la multinationale et c'est en même temps le fighting spirit à la Suisse, c'est-à-dire une grande capacité d'innovation sur énormément de produits, là appliqués sur le champ alimentaire, mais qui correspondent à des besoins de consommation. Et donc, c'est aussi une marque qui est capable de faire de l'innovation très pratique. Ils n'inventent pas forcément des produits de niche, ils inventent des produits de grande masse à l'échelle internationale. Dans le cadre de Danone, qui a été plus sur l'aliment santé, enfin, c'était un peu cette stratégie. Mais là, c'est tout à fait pertinent. Je crois que dans le cas de Danone, il faut dire deux choses très simplement. D'abord, que c'est la plus grande entreprise agroalimentaire française, que c'est une très belle entreprise, que c'est une entreprise qui est sur l'axe alimentation santé qui est très porteur, et qu'évidemment, quand vous avez de très beaux outils, ça donne envie. Et vu de l'étranger ou vu pour certains, Danone, c'est aussi un groupe très convoité. Donc on peut se demander quels sont les dossiers un peu en sous-main pour fragiliser un groupe, pour éventuellement le conquérir. Parce que Danone fait envie et fait partie des beaux fleurons, encore une fois, de l'industrie et de l'économie française. Et puis la deuxième chose, c'est que Danone est une société à mission et qui a mis l'accent à juste titre sur des engagements sociétaux, environnementaux, et qui est contesté aujourd'hui sur certaines orientations prises par Emmanuel Faber parce que l'aspect économique ne doit pas être sous-estimé. Et on voit bien que tout le défi pour les entreprises qui sont des sociétés à mission, c'est comment je crée de la valeur sociale, environnementale, tout en continuant à créer de la valeur économique. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les trois à la fois. Et demain, les grandes entreprises vont devoir être capables de créer de la valeur, présenter des bilans chaque année où on a fait de la contribution à la société, la contribution pour le bien-être de la planète, et en même temps une contribution sur le plan économique et des retombées sur des filières, sur des secteurs d'activité, sur des emplois, sur des métiers, sur de l'innovation. Et c'est un peu tout ce qui est aujourd'hui en débat chez Danone. Il ne faut pas oublier que quand on a des gens précurseurs, avant-gardistes, évidemment, ça suscite aussi parfois des jalousies. Ou de la compréhension. Allez, merci messieurs d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés, écoutés. Très bonne soirée, très bon week-end. On se retrouve
Avec les Tech Smart lundi, en ce qui me concerne, ce sera dans 8 jours, mais évidemment, Eva Ben Saïdi sera là pour l'émission toute la semaine prochaine. Très bon week-end.